Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais faire une autre petite vidéo, alors j'en fais plusieurs de suite, sur le développement du cerveau. Alors on se pose tout le temps des questions sur le développement du cerveau, la vitesse de développement du cerveau chez nos ancêtres. Alors je vais juste expliquer à quelle vitesse, comment ça s'est développé en niveau volume, et quelle restructuration et quel développement il y a eu particulier au cours de l'évolution humaine. C'est quand il y a eu le passage de la forêt au passage à la savane. Alors là, quand il y a eu le passage de la forêt au passage à la savane, ce qu'on appelle un proto-humain, si vous voulez, et en forêt, il y avait des proto-humains, proto-chimpanzés, donc parce qu'on s'est séparés à ce moment-là, il y a plusieurs millions d'années, alors je ne vais pas passer dans les chiffres, c'est inintéressant, mais on voit bien, quand il y a eu le passage en savane, pendant très longtemps, le cerveau, il n'y a pas eu un développement important en volume du cerveau. Il n'y a pas un développement. Alors pour quelle raison? Tout simplement parce qu'il y a eu, du passage à la forêt au passage en savane, tout simplement une restructuration plutôt qu'un développement en volume. Il n'y a pas eu besoin de développer une sélection naturelle qui a fait qu'il y avait un développement de certaines parties plus que d'autres, mais si vous voulez, sur l'ensemble, il n'y a pas eu une prise de volume parce qu'il y a surtout eu une restructuration. Par exemple, nous avons eu les aires visuelles par là, par derrière, qui ont été, qui ont diminué par rapport aux aires cognitives, aux aires de la réflexion, aux aires qui permettent l'apprentissage. Je ne sais pas qu'il était con en forêt, mais c'est que la savane étant un milieu plus dangereux, c'était un milieu qui devait être, qui fait qu'il y avait des relations sociales plus hiérarchisées aussi. Donc il y a eu un changement, une restructuration du cerveau. On est devenu plus carnivore, parce que je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, parce qu'il n'y a pas assez de végétaux qui sont euh, digérables par des ancêtres de forêt, par nos ancêtres qui venaient de forêt, donc ils ne trouvaient pas des végétaux comme on a en savane. Essentiellement, c'est des végétaux avec beaucoup de cellulose, c'est pour se protéger des gros ruminants. Donc en général, ils sont protégés dans des gangs de cellulose, dans des feuilles, des graminées, tout ça. Donc il faut des grosses usines à fermentation, comme j'ai dit tout le temps, des grosses panses pour pouvoir les casser par fermentation, tirer euh, l'énergie, tirer les hydrates de carbone, les protéines, tout ce que vous voulez, qui vont faire fonctionner l'organisme. Et nos ancêtres de forêt, qui étaient essentiellement frugivores, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, n'avaient pas ce système digestif, donc ils ont dû se rabattre. Il y a moins d'arbres, moins de fruits, moins de feuilles. Ils continuent à s'en manger, à se réfugier dans les quelques arbres qu'il y a en savane, mais ils arpentent la savane d'arbre en arbre, et là, ils mangent ce qu'ils trouvent, donc de la viande, donc il y a une transformation, donc ils sont là en train de marcher, donc il y a une transformation, et ils sont obligés, ils ne sont plus en train de se déplacer 3D, ils se déplacent 2D, donc ils ont une diminution du, bah, du volume tout du traitement des données visuelles. On voit l'homme n'a pas du tout la même perception que le singe de son monde. Pourquoi? Parce que l'homme, quand il est passé en savane, il y a eu un changement. L'homme est fait pour scruter l'horizon à la recherche de nourriture. Il va tout le temps chercher la nourriture au loin, j'ai dit tout le temps, pour la rapporter aux femelles qui, elles, restent près des arbres, échangent texte contre nourriture parce qu'elles sont bipèdes avec des petits. Ça devient des proies potentielles. Donc, changement, les aires visuelles moins développées, c'est-à-dire que moins développées, pourquoi? Parce que nous, on a une fovea, c'est le centre de la rétine très très puissante, capable de scruter l'horizon, de voir les moindres petits détails très très loin, alors que les singes, eux, ont une rétine qui est en général beaucoup plus innervée sur son ensemble, avec peut-être une fovea, le centre de la rétine, moins puissante, mais il a une très très bonne perception générale de son monde, ce qui permet qu'il saute de branche en branche, de ne pas louper la branche, il n'a pas besoin de la regarder, il sait qu'elle est là, il la prend, il a une très bonne perception, donc il a un traitement très rapide des données sensorielles, des données visuelles, qui lui permettent de se déplacer en 3D et d'éviter de louper la branche et de tomber, de mourir. Donc voilà, l'homme, quand on est passé en savane, on avait moins ce problème, moins de déplacements dans les arbres. On y grimpait quand même pour se réfugier des fauves la nuit, ou quand il y avait un prédateur, les femmes restaient près des arbres, mais on allait à l'horizon, donc moins de structure arrière pour traiter les données très rapidement visuelles, et plus du stockage avant avec mémorisation. Il travaille les outils un peu pour découper les morceaux de viande qu'on trouvait, et une vie sociale beaucoup plus organisée, parce qu'il vaut mieux suivre un chef plus intelligent qu'on a, pas forcément le plus violent, mais celui
qui paraît le plus énergique et en même temps le plus intelligent pour éviter de se disperser, pouvoir réagir à plusieurs balances sur des bâtons contre les prédateurs. Donc une structure sociale beaucoup plus importante qui demande une restructuration du cerveau. Donc pendant très longtemps, il n'y a pas eu un développement du cerveau en grosseur parce qu'il y a juste eu une restructuration des aires visuelles en aires cognitives, aires de la réflexion. Et en plus, il y a eu en savane l'utilisation d'outils et il y a eu l'apparition du langage avec une notion de temps et d'espace que l'on ne pouvait pas avoir en forêt, parce que déjà en forêt l'espace il est limité entre les arbres, donc on ne voit pas loin, on ne voit pas un. En forêt on est on voit le bout de ses pieds si vous voulez, on ne voit pas très loin en forêt, alors qu'en savane on est obligé de voir l'horizon, donc on voit le futur et on a les mains libres, comme on est devenu bipède, on n'est pas en train de se déplacer en permanence, donc on est bipède, on peut être au-dessus des arbres, mais on peut aussi indiquer les directions, et en indiquant les directions, on peut indiquer d'où l'on vient et où l'on va, donc on indique le passé et le futur, donc on met un signe, là-bas c'est le futur, là-bas c'est le passé, on dit d'où on vient, c'est le passé, d'où on va, c'est le futur, on met un signe, un son sur ses gestes, comme je le dis tout le temps, c'est la base de l'intelligence humaine qui débute avec le langage que les textes saints indiquent. Donc, on dit quoi? On monte l'arrière, on fait c'est-à-dire j'étais en colère, ou bien ouh, c'est un lion, et ça veut dire ouh, c'est le passé, c'est un lion, alors on fait il y aura un lion. Donc, on enlève les gestes, on montre une direction avec un son, on enlève les gestes, et puis il nous reste des notions de temps dans le langage. Je le refais un peu plus simplement. On indique le passé avec un grognement, on indique d'où l'on vient, ou, on indique d'où l'on va, on enlève les gestes, il nous reste ça veut dire d'où l'on vient, le passé, où l'on va, le futur, et on se retrouve avec des notions de temps dans le langage, mais c'est très primaire à la base. À la base, si on a peur, on a un lion, on fait ça veut dire ça veut dire qu'on va avoir peur. C'est des choses très très simples, mais ça permet à l'homme d'avoir des notions de temps dans le langage, et justement en ayant des notions de temps dans le langage, pouvoir se remémorer le passé et le futur, et de pouvoir comment dire accentuer les ponts synaptiques correspondant aux souvenirs. Comme j'ai expliqué, ce sont des groupes de neurones qui correspondent à une émotion, et quand on pense une certaine chose, c'est un groupe de neurones qui s'activent et qui correspondent et qui sont reliés les uns aux autres par des connexions synaptiques. Et quand on pense à une autre chose, c'est une partie de ces neurones et une autre partie d'autres neurones qui, eux, sont reliés à des ponts synaptiques, et qui correspondent à cette sensation. Alors il suffit d'indiquer, de repenser, de parler du passé et du futur, puis à ce moment-là, vous pouvez vous remémorer plus facilement le passé et le futur d'une façon un peu volontaire, et à ce moment-là, dans les discussions, on va avoir des discussions qui permettent, en fin de compte, la discussion permet d'accentuer les ponts synaptiques et de les conserver, de conserver cette mémoire. Alors à partir du moment où il y a eu ces notions de temps dans le langage, vous pouvez être sûr qu'il y a eu une explosion du cerveau, explosion qui a été en plus, qui a été doublée, quand le cerveau a vraiment grossi, c'est parce qu'il y a eu l'apparition du langage avec les mots qui sont des compressions de données qui permettent à ce moment-là, le libre arbitre, je vais l'expliquer, à ce moment-là, la mémoire devient utilisable, et elle ne devient pas une trop grosse mémoire, ne devient pas un handicap à partir du moment où elle est stockée en mots. Pourquoi? Parce qu'une grosse mémoire, si vous êtes un animal, si vous n'avez pas le langage avec des noms, avec des mots, c'est quoi? Ce sont des concepts, des choses qui sont compressées en son. Donc c'est pas compressé, c'est compressé, donc ça prend beaucoup moins de place au niveau cérébral qu'une sensation. Vous pensez maman, comme je dis tout le temps. Si vous ne pensez pas en son maman, vous allez revoir votre mère avec ses cheveux blancs, ses yeux, son odeur, le soleil couchant dans ses cheveux, son parfum, la caresse qu'elle vous faisait, et ça prend beaucoup trop de mémoire, donc ça prend beaucoup de connexions synaptiques, de relations entre elles. C'est efficace, on pense à maman, mais c'est beaucoup trop long à utiliser en cas de problème. Alors que si vous pensez maman, vous n'avez pas besoin de vous remémorer tout, et à ce moment-là, vous avez le concept maman, vous commencez à penser maman, et hop, vous l'expédiez, et vous avez une maman, et à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile à penser. Oui, maman, je vais aller voir maman demain. L'avantage des mots, des choses compressées en mots, alors au début c'est très simple,
bah, ça vous permet de penser beaucoup plus rapidement, c'est de la compression de données. Hein. Vous imaginez bien que si vous n'avez pas ces mots, c'est beaucoup plus simple de fonctionner en réflexe conditionné. Ça veut dire que vous avez vu un lion une fois, vous avez eu peur, vous avez fui, vous avez fait, sous l'effet de l'adrénaline, de toutes les hormones, ben, vous avez vous avez fait des connexions synaptiques déjà pour correspondant aux actes euh, que que vous avez réalisés, et les souvenirs de ces actes, ben, ils vont se conserver de ces actes pleins de stress, pleins d'angoisse. Hein. L'adrénaline, toutes les hormones que vous avez sécrétées sous l'effet du stress, ben, elles ont elles ont des marqueurs neuronaux qui se mettent sur les synapses, hein, sur les connexions entre les synapses, qui permettent justement après, pendant les rêves, pendant les phases de repos où le corps est endormi, de refaire les mêmes connexions synaptiques sur ces ponts synaptiques qui vous ont permis, donc ces rapports entre ces neurones qui vous ont permis cet acte de survie qui vous a maintenu en vie. Donc vous voyez, et ça devient un réflexe conditionné. La prochaine fois que vous allez voir un lion, vous referez la même chose que vous avez fait la première fois. Mais ça ne donne pas le libre arbitre. Et ça vous fait qu'une seule solution quand vous voyez un lion. Quand vous voyez un lion, vous fuyez à droite ou à gauche, vous fuyez. Alors que si vous avez les sons, les mots, vous agissez peut-être moins vite, mais vous pensez quand même relativement vite. Vous voyez un lion, et au lieu d'agir en réflexe conditionné, vous pouvez vous dire dans votre tête, « Ouh merde, il y a un lion, est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche, est-ce que je prends mon petit ?» Mais oui, mais vous l'avez pensé en mots, parce que si vous le pensiez en sensation, ça irait trop lentement, et le lion vous aurait déjà bouffé. Hein, donc c'est l'apparition des mots, c'est l'apparition du libre arbitre, et c'est l'apparition du choix, hein, c'est-à-dire que quand vous avez le libre arbitre, si vous avez le libre arbitre entre plusieurs choix, et là, vous devenez quelque chose de très très difficile à maîtriser pour un prédateur, parce qu'un prédateur, en général, il chasse à l'instinct sur des animaux qui fonctionnent à l'instinct. Hein, donc un animal qui fonctionne à l'instinct, en général, ne va pas fuir à droite ou à gauche. Dans une situation donnée, il fuira ou à droite, en général peut-être à gauche, mais il n'aura pas 36 solutions, alors qu'un homme, grâce aux mots, peut accumuler des solutions et choisir entre une, deux, trois, quatre solutions et réfléchir rapidement dans sa tête pour adapter plusieurs portes de sortie. Ce qui est très déroutant pour un prédateur habitué à chasser, un prédateur qui marche à l'instinct, habitué à chasser des proies qui marchent à l'instinct. Hein. Le prédateur, quand même, ne marche pas qu'à l'instinct, mais ses pensées et réflexions vont plus lentement qu'une pensée d'homme parce qu'il n'a pas ces mots. Et l'apparition des mots a permis justement de stocker une mémoire utile. Donc cette mémoire étant utile, ceux qui avaient plus de matière grise devant, ces zones frontales, hein, cette zone de l'apprentissage cognitif, hein, grosso modo c'est ça, je ne vais pas m'amuser à faire un schéma, mais il y a des variantes et tout, ben, ceux qui avaient plus de cellules dans cette zone-là pouvaient les utiliser d'une façon utile, alors qu'avant, ils ne pouvaient pas l'utiliser d'une façon utile, il valait mieux faire fonctionner en réflexe conditionné. À partir du moment où il y a eu les mots, on a été très déroutant par rapport aux autres prédateurs, parce qu'on pouvait, hein, aux autres prédateurs, et même quand on chassait, parce qu'on pouvait, à ce moment-là, organiser des chasses avec plusieurs solutions possibles de fuite ou d'attaque. Hein, vous voyez, et ça c'est le mot, c'est le langage, au commencement était le verbe, et là ça a explosé, la taille du cerveau a explosé tout simplement parce que la mémoire devenait utile, et avoir plus de mémoire permettait de stocker plus de données. Vous voyez, c'est un peu de neurologie de base, hein, mais ce que je vous explique, personne ne vous l'explique, c'est la base du fonctionnement humain, c'est la conscience humaine, se parler à soi-même, hein, c'est le mot, au commencement c'est les mots, au commencement était le verbe, c'est l'apparition du mot, des données qui sont des données de compression, les données compressées, hein, c'est la mémoire vive de votre ordinateur, si vous voulez. C'est ça qui vous permet de penser, d'agir rapidement. Parce que vous pourriez avoir une grosse mémoire, mais si vous n'aviez pas de mots, ben vous seriez gêné par cette mémoire. Donc la nature fait que les animaux ne développent pas un gros cerveau parce qu'ils n'ont pas besoin de cette mémoire. Donc voilà le développement humain. Vous pouvez être sûr qu'il y a une explosion du volume du cerveau de l'homme, c'est qu'il y a tout simplement l'apparition des notions de temps dans le langage, suivi des mots, ou plutôt presque en même temps, hein, qui permet d'avoir une mémoire enfin utile. Autrement, le réflexe conditionné est bien plus efficace. Voilà, j'espère que vous avez compris. Donc après, il y a eu l'apparition du langage, comme on dit, compression de données. Qu'est-ce qu'il y a eu encore ben voilà, c'est à peu près tout. Et maintenant, on se trouve confronté à un autre problème, c'est que, ah oui, ben, les données, la mémoire, c'est ça qui fait notre force, hein, la mémoire, la capacité de mémoriser tout en son,
en sons, en mots, hein. C'est ça qui est énorme, mais bon, au bout d'un moment, le cerveau, ça consomme énormément, 20-25%, et pour un intellectuel jusqu'à 50%, hein, parce qu'ils font pas de sport, ils font rien, donc on va dire qu'ils consomment quasiment que, il n'y a que le cerveau qui finit par consommer de l'énergie, mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, notre cerveau, il est limité dans sa boîte crânienne, hein, on peut le développer, il peut se développer, mais au bout d'un moment, au niveau mécanique, ça ne pourra plus fonctionner. Donc on voit bien qu'on est limité, hein, par ce cerveau. On ne va pas prendre un cerveau qui va faire 2 fois plus, ça consomme énormément de sucre, on se obligé de bouffer plein de sucre et notre organisme aurait du mal, hein, à fournir tout ce sucre, hein. Donc on reste quand même utile, on ne va pas se retrouver avec une grosse tête, hein, comme on voit sur les trucs des extraterrestres, avec une énorme tête, hein, et se déplaçant un peu partout avec un petit corps fin, ça ne peut pas marcher. L'homme a trouvé une autre solution que nous avons en face de nous, que nous ne voyons pas. Le développement du cerveau de l'homme, il se fait à l'extérieur maintenant. Il se fait à l'extérieur depuis que l'on fait de l'art, depuis que l'on peint, d'ailleurs les premiers signes sur le sol pour expliquer quelque chose, hein. Et après, les premières peintures dans les grottes, les premières expressions artistiques, l'artistique, hein, l'expression artistique, pas la décoration, hein, c'est avant tout de l'enseignement, c'est de la mémoire, c'est de la mémoire stockée sur des murs, c'est de l'enseignement stocké extérieurement sur les murs. On enseigne, on stocke, c'est des dessins, et après il y a eu des écritures, il y a eu des livres. Donc vous voyez, et ça c'est de l'externalisation de mémoire, on externalise notre mémoire, et c'est ça qui fait que l'homme, actuellement, étant limité, il ne peut pas plisser son cerveau pour y mettre un maximum de neurones, hein, pour qu'ils vont faire des connexions synaptiques. On est vraiment limité parce que encore beaucoup de plus en plus de neurones, ça devient de plus en plus dur à gérer, hein. Donc c'est quand même, c'est pas évident, on est à la limite de la folie des fois. Ça entraîne l'intelligence, comme ils sont aperçus, entraîne des maladies dégénératives aussi, parce que le maximum de neurones, au bout d'un moment, ça fait des connexions qui vont un peu dans les unes. C'est dur, hein, c'est pas évident, hein. Donc on arrive quand même à un niveau de développement du cerveau qui est relativement limité, et l'homme a trouvé le subterfuge d'externaliser sa mémoire avec les peintures dans les grottes, hein, avec les livres, hein, d'abord avec les écritures, hein, les gravures sur les murs, hein, les hiéroglyphes, les scribes qui écrivaient des trucs, et puis après avec Gutenberg, l'imprimerie, hein, ce qui permet les bibliothèques, hein, ce qui permet de stocker des quantités industrielles de mémoire. On n'a plus à la stocker ici, on n'a plus à consommer, et en plus ça se perd quand on meurt, hein. Donc après, qu'est-ce qu'on a, mis? On a stocké dans les ordinateurs, dans les mémoires d'ordinateur, et maintenant c'est notre mémoire vive, hein. C'est cette mémoire, cette réflexion même qui est dans l'ordinateur avec Google. Quand vous ne retrouvez pas un truc, vous vous dites, c'est pas grave, je tape sur Google et puis ça y est, je l'ai trouvé, hein. Donc ce n'est pas uniquement que votre mémoire de données qui est stockée, c'est votre mémoire vive, c'est votre vitesse de réflexion que vous avez même sur votre petit ordinateur portable, et vous pouvez avoir une vitesse de réflexion très rapide, hein, grâce en tapant Google, vous pouvez connecter. Donc voilà l'avancée du cerveau humain. Le cerveau humain se trouve dans votre main, dans votre téléphone portable. C'est votre mémoire maintenant. Vous avez stocké même jusqu'à vos souvenirs avec les photos. Alors ça, c'est depuis longtemps, hein. On stockait des souvenirs, maintenant on les stocke sur nous. Donc on n'a pas besoin de développer un cerveau monstrueux. Par contre, notre cerveau doit avoir de très bonnes connexions synaptiques. Il y a encore une vitesse de réflexion du cerveau qui doit jouer. On voit que nos enfants maintenant commencent à faire des connexions synaptiques sur les pouces, sur le maniement des doigts, hein, sur les palettes graphiques, hein, les petites palettes, comment ça s'appelle, les iPads, iPod, iPad, plutôt toutes ces les tablettes graphiques, voilà. On va visiblement se retrouver avec une sélection naturelle sur les petits qui vont avoir une meilleure connexion cerveau-doigt, hein, pour pouvoir travailler plus rapidement. Il va y avoir visiblement une sélection naturelle qui va se faire là-dedans, mais vous voyez maintenant que même notre mémoire vive est stockée à l'extérieur. Toute notre vie rêvée, parce que c'est pas la vie exacte, est sur Facebook. On peut se souvenir de tout ce qu'on a fait, hein. Donc on peut communiquer avec les gens, et puis maintenant, voilà, nous externalisons, nous sommes des petits neurones, hein, et les synapses, nous sommes des petits neurones de la Terre, et puis maintenant on peut dire que nous prenons conscience un peu d'une espèce d'entité terrestre qu'on peut appeler Gaïa ou autre, hein, dont nous sommes les neurones chacun, et nous sommes tous interconnectés comme les neurones de notre cerveau, hein. C'est-à-dire que le tout contient la partie. Nous avons généré un cerveau planétaire avec nos réseaux de télécommunications, nos réseaux sociaux, hein, nos téléphones portables. Vous voyez, l'information circule à une vitesse grand V, comme on dit, hein, et que maintenant,
nous sommes tous interconnectés, l'information montre, descend, et qu'il est quasiment impossible de cacher quelque chose et que tout le monde... Alors maintenant, ça peut dégénérer, il peut y avoir des gens qui utilisent ça, il peut y avoir des malades partout, il peut y avoir des guerres, des problèmes, et tout organisme qui est en train de muter le fait dans des crises et dans des guerres et dans des convulsions. Hein. Mais nous sommes en train de faire le grand cerveau planétaire qu'on appelle Gaïa. Nous sommes tous les petits neurones de ce cerveau planétaire et nos réseaux sociaux et nos organes de communication sont tout simplement les synapses de ce cerveau qui nous relie, nous les petits neurones. Nous sommes la nouvelle pensée, nous sommes la Terre, nous sommes le cerveau de la Terre, nous sommes la pensée planétaire. Voilà, c'était l'évolution du cerveau et nous arrivons à un grand cerveau humain. Les Japonais avaient parlé de ça aussi. Hein. C'est un de leurs thèmes de manga, je crois, je ne me souviens plus, ce manga qui avait été adapté, ou ce jeu vidéo qui avait été adapté en film, qui parlait de ça, qui parlait d'un cerveau planétaire. Nous sommes pleins dans la réalisation de ce cerveau planétaire, nous n'avons pas la conscience au début, mais là, on commence, j'essaye de vous ouvrir les yeux, nous sommes en train de réaliser ce cerveau planétaire, nous sommes chacun les neurones de ce cerveau planétaire, et c'est visiblement une décision divine, on va dire. Et derrière tout ça se trouve quand même la volonté divine d'exister. On va dire, qu'est-ce que vient faire Dieu là-dedans? Laissez-moi dire qu'il y a Dieu derrière, ça me fait plaisir, car je l'aime bien. Voilà. Voilà, c'était Frédéric Delavier sur l'évolution de l'intelligence humaine et le développement du cerveau. J'espère que vous aurez appris pas mal de trucs, et je reste simple et accessible à tous, et j'essaye, comme Dieu, de parler en parabole, car la parabole est le langage qui est accessible à tous, et j'évite de mettre trop de mots complexes et techniques, car les mots complexes, les mots techniques surtout, avec le temps, ne sont plus d'actualité. Allez, à bientôt, c'était Frédéric, il ne restera que les paraboles. Salut!